Avec plus de 3700 membres et ses 5 divisions en constante évolution, Groupe coopératif Dinaco de la Pocatière est une coopérative innovante. Groupe coopératif Dinaco, partenaire officiel de l'émission Le Pied Ferme. Madame Saint-Amand, vous êtes enseignante au Cégep de Rivière-du-Loup en économie. Si on parle de gestion de l'offre, il y a certainement une relation entre économie et gestion de l'offre. Comment on pourrait expliquer le tout? Bien, en fait, en économie, on parle du marché, de l'offre et de la demande. Et quand on parle de gestion de l'offre, c'est une gestion du contrôle de l'offre. En fait, on fixe la quantité produite. Fait qu'on intervient sur le marché. Monsieur Turcotte, qu'est-ce que ça fait un directeur du contingentement? Le directeur de contingentement, ça planifie et ça orchestre la gestion de toute des quotas pour la Coop fédérée, la production, de l'abattoir au couvoir, ces choses-là. OK. Puis tout ça est en lien avec la gestion de l'offre. Oui. Qu'est-ce que la gestion de l'offre? La gestion de l'offre, c'est je dirais, une organisation structurée qui a permis aux éleveurs dans les années 70 d'avoir un juste prix puis d'ajuster la production avec la demande. Ce qui a permis d'équilibrer tout le revenu aux agriculteurs. Chacun des intervenants, c'est dans la chaîne en aviculture, reçoit une juste part Fait qu'il y a, de l'argent. OK, il y a un regroupement, fait que chacun fait partie du regroupement, si on peut dire? C'est obligatoire. La gestion de l'offre, c'est un peu comme dans le lait. Il y a une fédération qui s'appelle les EVQ, dans la province éleveurs de volailles du Québec. Et tous les producteurs doivent être membres de cette organisation-là qui est associée avec l'IPA. Lorsqu'on parle de gestion de l'offre, Madame Saint-Amand, c'est complexe, mais c'est aussi très, très simple. Comment l'expliquer? En fait, ça repose sur trois piliers, la gestion de l'offre. Premièrement, la quantité produite. On dit la gestion de l'offre. Fait que c'est déterminer la production pour répondre aux besoins des consommateurs. Deuxième pilier, c'est la gestion ou la détermination des prix, offrir un prix convenable aux producteurs. Et troisièmement, c'est la protection du marché intérieur par l'imposition de droits de tarifs douaniers ou de quotas d'importation. Et on dit prix au producteur, mais il y a certainement un prix au consommateur aussi qui est offert. Tout à fait. Ben oui, c'est en lien. S'il y a un prix au producteur, découle de là le prix au consommateur. Donc, est-ce que c'est toujours le même prix pour ce qui est de la gestion de l'offre ici? C'est un prix qui est déterminé par les organisations qui gèrent la gestion de l'offre. Puis, par la suite, bien, il y a des ajustements annuels pour tenir compte, finalement, de l'inflation puis de l'augmentation des prix de production. Lorsqu'on parle de gestion de l'offre au Québec et au Canada, c'est particulier au niveau de la production laitière. Bien, pas seulement la production laitière, il y a trois types de production qui sont sous gestion de l'offre. Il y a la volaille, les œufs et le lait. C'est quelque chose qui a changé beaucoup, justement, depuis les 40 dernières années, le temps requis pour produire un oiseau de qualité. Oui, oui. Quand j'ai commencé à travailler, moi, ça fait quelques années, voilà 35 ans, ça prenait à peu près 48 jours, 50 jours, faire un poulet de 2,35 kg. Aujourd'hui, on est rendu à peu près à 36 jours, 37 jours pour faire le même poulet. C'est des sélections génétiques. Il n'y a aucune hormone qui rentre dans le volaille. Il n'a jamais rentré, moi, depuis que je travaille. C'est un mythe, ça. Des gens pensent que les poulets mangent des hormones, mais c'est pas vrai. C'est la sélection C'est génétique la qui a permis sélection un peu comme dans le lait ou dans le porc. C'est de la sélection génétique qui s'est faite graduellement. Puis Puis au niveau des bâtiments, il y a aussi les bâtiments, le milieu dans lequel les oiseaux sont élevés. Ben, ça a changé beaucoup. C'est un peu comme nos automobiles de là, 50 ans, puis d'aujourd'hui, c'est plus les mêmes autos. La technologie a évolué. Le bien-être des animaux, nous autres, est très important parce qu'il faut comprendre que quand vous avez des oiseaux performants, moi j'appelle ça des petites Formule 1, bien, tu ne peux pas mettre ça dans des conditions qui ne sont pas idéales si tu veux avoir des bons rendements. Fait que ton oiseau, il faut que tu le protèges, il faut que tu lui donnes tout ce qu'il a de besoin, de l'air, de l'eau, de l'attention. Puis on ne le tasse pas trop non plus, ils sont en liberté. Là, fait que, puis tout est contrôlé, c'est des températures contrôlées, l'humidité, les rations alimentaires, la consommation. Dans le volaille, c'est une production qui est très technique, qui est très
performante là-dessus. Les producteurs sont très sensibles à leurs animaux. OK. Au niveau de la relève agricole, avec justement le principe de la gestion de l'offre et le regroupement, c'est pas évident aujourd'hui pour un jeune de s'établir en production de poulet, non? Bien, écoutez, je pense que c'est pas évident dans toutes les productions. Vous savez, des formes de contingentement, on en vit tous. Moi, j'ai ma fille qui est optométriste, puis, tu sais, il en sort 40 par année. Fait que les étudiants, eux autres, c'est des cotères, des contingents. Nous autres, ben c'est la production. Puis, c'est sûr qu'il s'est rendu à un prix assez dispendieux, mais il y a encore beaucoup de jeunes. C'est sûr que la relève vient surtout des producteurs qui sont là en place, mais ils ont des plans de relève. La Fédération a quand même mis des plans de relève, et les jeunes peuvent acquérir du quota à un prix moindre, mais c'est sûr que c'est pas facile de partir dans ces productions-là. On parle bien sûr de le poulet, c'est le gros de la consommation québécoise, le poulet. Au niveau de l'abattage, au niveau des structures, comment c'est organisé au niveau québécois et canadien? Au niveau québécois, que je suis plus au courant un peu, là, c'est contrôlé, je dirais, par deux entreprises majeures qui s'appellent Olimel et Exaldor, qui abattent à peu près 95 des oiseaux, qui sont des coopératives. Donc, c'est les éleveurs qui sont propriétaires de ces entreprises-là. Fait qu'ils contrôlent à peu près 95 de l'abattage. La ration typique d'un oiseau qui est en bas âge, aller jusqu'à la sortie de la ferme? Ça mange à peu près... Les conversions alimentaires, on parle de 1,6 kg pour une livre de chair. OK? On part avec des moulées à haute énergie, qu'on appelle là, des 23-24 de protéines avec du maïs. Vous savez, une ration alimentaire, c'est pas compliqué, hein? Les oiseaux, ils mangent du grain. Et du grain, c'est toujours végétal. Habituellement, là, quand on parle de grain, on parle beaucoup de végétal. C'est du grain, du maïs surtout, du soya, du blé, ce qui représente à peu près 95 de la ration. Le reste, c'est un peu de minéraux et de vitamines, c'est cool. Au niveau de la production de dindons, on en retrouve au Québec? Oui, dindons, il y en a moins. On le voit, le consommateur, c'est pas... Il y a des périodes de l'année qui mangent du dindon, il y a d'autres périodes qui n'en mangent pas. Et puis, on essaye de développer aussi la consommation de dindons. Mais vous savez, toutes les viandes sont en compétition aussi. Une famille ne peut pas manger juste du dindon, ils vont manger du porc, du bœuf. Toutes les viandes sont en compétition. Tout dépendant de ce que le consommateur oriente, ses préférences. Et on sait que le poulet, l'avantage ou le dindon, c'est un aliment aussi qui se transforme bien. Je veux dire, dans les rôtisseries, à la maison, c'est un aliment que tu peux faire des croquettes, tu peux faire beaucoup de choses. C'est un aliment qui est très économique à produire. En point de vue environnemental, bien, c'est du fumier solide aussi, c'est beaucoup plus facile à travailler. Fait que les gens ont un avantage en valeur de produire là, par rapport à d'autres productions peut-être, comme le bœuf par exemple, qui prend quoi? Un bœuf, c'est 2 ans. La naissance, nous autres, on parle de 38 jours, 40 jours. C'est tout dépendant. Si vous voulez avoir des oiseaux, des gros coqs qu'on appelle, des oiseaux de 3 kg, 4 kg, 8-9 livres, là, on parle de 50 jours, 56 jours. C'est le même oiseau, mais sauf qu'on s'adapte, on adapte la production en fonction du poids qu'on veut avoir. On a parlé de production de poulet, qu'on appelle poulet de grille. Si on y va un peu du côté de la production d'œufs de consommation, oui. C'est aussi sous gestion de l'offre. C'est le même principe. C'est des quotas aussi, mais c'est en poules, eux autres. Ils ont tant de poules, mettons 25, 30 000 poules, 40 000 poules à produire. Puis ça dure 1 an. La production des poules, ils pondent pendant 1 an de temps. Puis après ça, ils sont remplacés graduellement, après 1 an. Vous avez parlé tout à l'heure de programmes, justement, au niveau pour inciter et accompagner la relève qui veut développer ou produire. Entre autres, au niveau de l'offre de consommation, il y a quand même des aides qui sont données à certains producteurs au niveau de la relève et on essaie de déplacer la production. Est-ce que c'est le cas? Oui. Je pense que les producteurs d'œufs de consommation, ils ont été une des premières fédérations à donner, je pense que c'est 5 000 poules. Et ils regardent, c'est vraiment de la relève, là, ils donnent 5 000 poules pour établir puis ils regardent les régions aussi pour valoriser un peu la production dans les régions. Selon vous, là, premièrement, d'où vient le questionnement à savoir maintenant là, dans l'air, est-ce qu'on conserve la gestion de l'offre, est-ce qu'on l'anéantit totalement? Puis selon vous, quel des 3 secteurs serait le plus touché?
Les 3 secteurs dans... La volaille, les œufs ou le lait? Ah, ben écoutez, moi je connais pas, je suis pas un spécialiste dans les... Mais je peux vous dire que dans volaille, à matin, là, si on n'aurait pas de contingentement, là, on ne produirait pas de poulet. Vous savez, actuellement, il y a des droits de douane du Brésil de 230 pour ne pas rentrer du stock. Ils sont presque à la limite de pouvoir en rentrer, même avec un droit de 230 Fait qu'imaginez-vous que les autres, ça fait du dumping, là. Vous savez, je vous disais tantôt, il y a des entreprises, là, c'est des millions d'oiseaux par semaine. Vous savez, si vous voudrez prendre le marché du Québec, là, ça serait pas... Une goutte d'eau dans c'est l'océan. une goutte d'eau dans l'océan, là. Puis, je reviens à ma question. Selon vous, pourquoi on a ce débat-là présentement concernant la gestion de l'offre? Ah, le débat se situe où? C'est-tu avec l'OMC ou avec les producteurs? Oui, les producteurs, il n'y a pas de débat au Québec, c'est sûr qu'on la garde, ni au Canada. Le débat se fait beaucoup plus dans d'autres pays qui aimeraient avoir nos marchés. La Fédération de l'UPA de la Côte-du-Sud regroupe quelques 1916 producteurs œuvrant dans des secteurs diversifiés. La Fédération régionale est fière de contribuer à cette émission du Pied ferme. 418-856-3044. La Financière agricole du Québec est une organisation de première ligne dans le développement du secteur agricole et agroalimentaire au Québec. La Financière agricole du Québec, 1-800-749-3646. Depuis 1982, la MRC de Kamouraska favorise le développement local et le soutien à l'entrepreneuriat sur son territoire. La MRC de Kamouraska, fier partenaire de l'émission Le Pied ferme, 418-492-1660. Donc, Heidi, on est accompagné d'Abby ici, qui n'a pas l'air trop stressé de nous voir, mais qui a quand même déjà vécu la nervosité chez le chien. Oui. En fait, Abby a été sauvée de l'euthanasie il y a 3 ans et demi, presque bientôt. C'est mon chien à moi. Quand elle a été amenée pour l'euthanasie, elle avait montré des signes de peur, d'agressivité face à un très jeune enfant. Donc, les gens s'en sont débarrassés. Moi, j'ai demandé la permission de la garder. Puis, on a travaillé fort sur son mental. Et puis, on en a fait le bon chien qu'elle est maintenant. Bien, tu parles de peur, d'agressivité. Donc, c'est lié. Donc, le chien peut être agressif parce qu'il a peur. En fait, l'agressivité, c'est presque, je vous dirais, à 99,999 % de la peur. Okay? Ah oui? Oui, le chien, c'est un moyen de défense, de grogner, de montrer les dents, ultimement de mordre. C'est quand il sent une menace qu'il va réagir comme ça. Mais la menace est vue différemment d'un chien à un autre. Il y a des chiens que, pour eux, quelqu'un arrive avec un bâton de baseball puis comme « Yeah, on va jouer à balle ». Mais il y en a qui on vient juste pour présenter la main puis ils pensent qu'on va les frapper. Fait que la notion de danger pour eux est très variable. Puis ça va faire qu'on va avoir des chiens plus ou moins agressifs, plus ou moins peureux. Donc, tu as déjà connu dans ta carrière des chiens vraiment très nerveux. Oui. On en voit, je dirais que le vétérinaire, on est probablement à la place où les chiens sont plus nerveux. Un peu comme nous avec le médecin, hein? Puis ce que j'explique des fois aux gens, parce que les gens souvent sont mal à l'aise de ça, c'est que quand on a un chien qui arrive ici, souvent il ne file pas. Il va pas bien, il arrive sur un endroit où il y a plein d'odeurs, ça sent pas bon. La personne, il la connaît pas, j'ai une blouse blanche, un peu Pour bizarre. le chien, ça sent pas bon, là, je précise, Oui. parce que nous, on sent rien. Mais en fait, lui, il sent les odeurs des autres chiens, les chats, tout ça, ils ont un odorat très fin quand même. Moi, j'arrive avec ma blouse blanche, je les connais pas, je m'approche d'eux, je me penche vers eux, ils se sentent déjà pas bien, il y a une menace. Ils reculent. Ils sont dans une petite pièce, ils reculent dans un coin, puis moi, je continue d'avancer. Fait qu'à un moment donné, ils vont m'avertir, hein, ils se tassent déjà, c'est le premier avertissement. Il y en a qui vont gronder. Deuxième avertissement, va montrer les dents. Troisième avertissement, moi, je continue, je perdure. Bien, moi, je m'expose à des morsures, mais en toute connaissance de cause. Mais c'est un signal que l'animal n'est pas bien. Mais c'est de la peur. Il ne fait pas ça pour être méchant avec moi. La nervosité peut empêcher de traiter un animal. En fait, la question, je vais répondre, mais ça ne sera peut-être pas la réponse que tu pensais avoir. Oui, mais ce n'est jamais parce que nous, on ne veut pas les traiter, c'est parce que les gens ne viennent pas parce qu'ils ont peur de la réaction de leur animal. Et on voit ça beaucoup chez les chats. Les gens disent, je ne l'amènerai pas, il a tellement peur en auto, il est tellement pas bien.
je comprends la personne de faire ça, mais en même temps, c'est nuire à la santé de l'animal. C'est comme si nous autres, parce qu'on avait peur d'aller chez le dentiste, on n'y va pas, bien, on peut se ramasser peut-être qu'il va nous manquer une coupe de dents éventuellement. C'est un peu le même principe. Mais est-ce qu'il y a de ton côté des mécanismes de protection que tu peux avoir pour te protéger d'un animal nerveux? Bien, en fait, on essaye plus de... Oui, on a des mécanismes quand même. On a la fameuse muselière qu'on va utiliser vraiment en dernier recours, mais ce que nous, on préfère faire comme vétérinaire, en tout cas, nous, l'optique qu'on a ici, c'est vraiment de travailler avec le client pour réduire l'anxiété avant qu'on ait besoin de soigner le plus qu'on peut. Puis quand ça arrive, bien, d'essayer de gérer l'anxiété. Si l'animal, son anxiété descend, automatiquement va être moins agressif. Si on regarde la vie aujourd'hui, ça veut dire qu'on peut guérir un animal de la nervosité. Oui. Malheureusement, c'est sûr qu'il y a toujours une certaine population, comme il y en a chez les humains, qui vont avoir besoin de médication. Ça, maintenant, on est chanceux. Au Québec, on a quelques spécialistes maintenant en comportement animal. Quand les gens sont prêts à faire des efforts de travail à la maison, puis un certain investissement, c'est sûr, c'est des animaux qui peuvent retrouver un bon confort de vie parce qu'ils sont malheureux d'être comme ça. Hein. Ils sont pas bien. Nous, on n'est pas bien, puis eux sont pas bien. Mais entre les deux, il y a plein de choses à faire. On parle de cours de socialisation. Il y a des produits naturels qui peuvent être utilisés pour aider. Entre autres, on a ici une molécule qu'on utilise beaucoup, le Zilken, qui est vraiment quelque chose d'intéressant chez les chiens. Vous voyez, quand elle baille comme ça, c'est du stress. Elle est stressée un petit peu. Là, elle ne comprend pas pourquoi on est là puis qu'on parle puis qu'elle a le droit d'être ici. Parce que d'habitude, elle ne rentre pas dans les salles avec moi. Mais c'est ça, elle gère quand même bien. Là. Elle n'est pas trop stressée, mais pour un animal qui ne sait plus gérer puis qu'on fait des efforts, mais qu'on n'a pas les résultats escomptés, ça se peut que ce soit des cas plus sévères puis qu'il y ait besoin de médication. Mais il y a des alternatives, puis ça, c'est votre vétérinaire qui va être la meilleure personne pour vous conseiller là-dedans. Quelle serait la différence entre un pays qui a la gestion de l'offre et un pays qui ne l'a pas, par exemple? En fait, on peut donner l'exemple des États-Unis, actuellement notre voisin, principal partenaire commercial, qui fonctionne selon le marché avec l'industrie laitière. Fait que c'est l'offre et la demande qui déterminent finalement les quantités produites et les prix. Au Canada, c'est la gestion de l'offre. Les prix sont déterminés, les quantités produites aussi. Ça implique que le producteur a un revenu fixe et stable. Si on prend que la gestion de l'offre, justement, est un certain avantage pour les producteurs au niveau garantie monétaire, garantie d'approvisionnement pour les usines aussi, si c'est aboli, la gestion de l'offre, comment les producteurs vont réussir à trouver une plus-value et continuer d'avoir un revenu décent pour la production qu'ils font, selon vous? Bien, en fait, si on veut compétitionner sur le marché international, il faut regarder qu'est-ce qui se passe sur le marché américain ou dans la Nouvelle-Zélande. Ce qu'on remarque, c'est que la taille des fermes augmente. Fait qu'aux États-Unis, en Californie, la taille moyenne d'une ferme, c'est 800 vaches. Au Canada, c'est environ 55 vaches. Fait qu'on voit que si on développe le commerce au niveau du lait, qu'il n'y a pas de droit de douane et qu'il n'y a pas de système de quotas, bien, les producteurs n'ont pas le choix d'augmenter la taille pour avoir des économies d'échelle. Et là, de là découle aussi peut-être le fait que ça peut menacer des petites fermes laitières familiales, surtout en région. Est-ce qu'on aura la capacité en région, si ça peut arriver, l'abolition des quotas, de conserver des fermes de taille familiale? Si on regarde au niveau les quotas, au niveau, vous avez parlé de pieds carrés, est-ce qu'on peut mettre une valeur sur les pieds carrés ou les douzaines? Je ne sais pas comment est-ce qu'on calcule le tout. Là. Écoutez, tout a une valeur. Un quota, il n'y a pas de secret. On parle de 900$ du mètre. Avec les années, ça a pris quand même de l'ampleur. Vu que c'est une production contingentée, c'est un peu comme dans le lait. Là. Je ne sais pas les prix du lait. Les pondeuses, on parle de 250$ la poule à peu près. Dans le dinde, on parle de 550, 575$ du mètre. Mais c'est sûr que, écoutez, il y a une valeur à ça. Mais à date, la production a très bien absorbé ces coûts-là. C'est sûr qu'on peut toujours se poser la question, c'est-tu trop cher ou pas assez cher? Écoutez, là, c'est une question d'affaires aussi. Là. Mais je peux vous dire que la gestion de l'offre permet à chacun de la chaîne de recevoir une juste part du prix de la production. Ce que vous n'avez pas aux États. Si vous allez aux États-Unis, bien souvent, le consommateur va payer le poulet le même prix qu'ici, sauf qu'il y en a juste un qui fait de l'argent. Parce que c'est intégré. C'est intégré, c'est juste en haut. En bas, bien là, puis vous voyez des fluctuations aux États-Unis aussi. Quand il n'y a pas, une année, ils en produisent beaucoup, une année, ils baissent la production pour justement équilibrer l'offre. Mais ils sont obligés de le faire
drastiquement, parce que nous autres, ça nous permet de contrôler sur une longue période les variations. Il y a un avantage majeur, c'est que le consommateur a toujours la même qualité de produit, au même niveau, au même temps. Vous allez dans les épiceries, vous ne manquez jamais de poulet, vous avez des œufs, c'est pareil. C'est quand même des aliments abordables. Comme enseignante au niveau économie, Mme Saint-Amand, comment vous voyez ça s'il y a disparition des fermes familiales au Québec? Est-ce qu'au niveau économique, ça va avoir une incidence positive ou négative, selon vous? Bien, je ne veux pas faire peur aux gens. Je ne veux pas dire qu'il y aura disparition des fermes familiales. Mais si une abolition des quotas, ça peut être difficile pour les fermes familiales, puis difficile pour le développement économique régional. Les régions du Bas-Saint-Laurent ou peut-être les fermes peut-être un peu moins productives que des fermes là, dans la région de la Montérégie. Ça pourrait peut-être être difficile de conserver ces fermes-là. Si on le prend de cette façon-là, est-ce qu'on peut faire le cause et effet de dire que la gestion de l'offre aide aussi au développement régional ou à la conservation de l'agriculture en région? C'est un développement régional. Vous savez, mais les régions, il faut qu'ils se prennent en main aussi. Ça va être un développement à condition qu'il y en a qui veulent faire de la production dans les régions. Tu ne peux pas obliger quelqu'un à mettre du poulet si personne ne veut en faire. Fait que des fois, mais si les régions... Moi, il n'y a pas une région du Québec qui n'a pas de producteurs de volailles. Charlevoix, Lac-Saint-Jean, ici. Vous avez pas loin Saint-Jean-Port-Joli, dans ce coin-là, il y a beaucoup de producteurs. Ça va être à eux autres à garder les productions dans leur région aussi, là. Si on revient encore une fois au niveau économique, mais cette fois-ci au niveau canadien, au niveau négociation avec l'Europe, la production agricole dans le PIB d'un pays, c'est important de nourrir son monde, mais il y a quand même l'aspect économique au niveau des échanges, au niveau industriel et tout. Qu'est-ce que ça représente et comment on pourrait l'expliquer? Bien, ce que ça représente, c'est sûr que la production agricole, c'est une petite portion du PIB. C'est pas... je ne pourrais pas vous dire le chiffre exact, là, mais dans le secteur primaire, c'est environ même pas 3 du PIB canadien. Mais ce n'est pas toute l'agriculture qui rentre là-dedans, c'est la forêt, les mines aussi. Là. Fait que vous voyez que l'agriculture, la production agricole, c'est très petit. Par contre, l'avantage qu'on a, c'est la transformation. Au Québec, là, on transforme énormément de produits agricoles dans le fromage, le lait, bien pas le lait, mais la crème glacée, les yogourts. Fait que ça crée beaucoup d'emplois. T'sais, on a une production, exemple, laitière, qui transforme beaucoup. Puis, c'est le même type pour les autres types agricoles aussi. Fait qu'on a l'avantage au niveau de la transformation manufacturière des secteurs laitiers et autres produits agricoles. Ce que l'on voit ou ce que l'on entend parler présentement au niveau de la négociation avec l'Europe, selon vous, est-ce que les pays, justement, vont réussir à s'entendre? Comment vous voyez ça dans la boule de cristal? Bien, actuellement, les pressions sont fortes au niveau du Canada pour abolir ou modifier la gestion de l'offre. Il y a une négociation actuellement pour une zone de libre-échange avec l'Union européenne. Et l'Union européenne, actuellement, exporte 13 500 kg de fromage au Canada. La demande de l'Union européenne, c'est d'augmenter de 10 000 kg supplémentaires l'exportation de fromage au Canada. Fait qu'on veut ouvrir les frontières, finalement, canadiennes aux produits fromagers. On met ça au pire, il y a des négociations présentement entre le Canada et l'Europe. Et le Canada, via les administrateurs, si on peut dire, ou les gestionnaires, décide d'abandonner la gestion de l'offre au Québec et par le fait même au Canada. Quelles sont les répercussions, selon vous, au niveau de la volaille et des œufs de consommation? Écoutez, moi, je pense que ça serait une très mauvaise idée, comme je vous expliquais antérieurement. Écoutez, c'est des géants, là. Vous allez vous battre contre des géants qui ont une structure intégrée de A à Z. Eux autres, là, la production, là, c'est en dernier de la ligne qu'ils font l'argent. Mais moi, je pense que ça serait une très mauvaise idée. OK. Fait qu'il se passe quoi au Québec, justement, si la gestion de l'offre est... Écoutez, là, c'est dur à dire. Je pense que ça arrive. J'espère que ça n'arrivera pas jamais, moi, là, personnellement. J'espère de ne pas voir ça, en tout cas, quand je vais travailler. Ça va avoir des répercussions majeures. OK. Moi, je pense que ça peut aller même jusqu'à disparaître la production agricole au Québec. L'Union européenne négocie très, très fort avec le Canada présentement. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça au niveau de l'Union européenne, justement? Pourquoi ils négocient de la possibilité de s'en venir exporter des produits vers le Canada? Bien, en fait, l'Union européenne là, est dans la mouvance de la mondialisation qui veut augmenter finalement le commerce mondial. Puis l'Union européenne, qui est composée de 27 pays, va abolir les quotas laitiers à partir du 1er avril 2015. Fait qu'eux, c'est vraiment l'ouverture des marchés, développer entre autres les marchés asiatiques comme la Chine, qui est en pénurie de lait.
Fait qu'eux vont miser sur le marché international pour la production laitière. Lorsqu'on parle de négociation, on parle bien sûr au niveau laitier, mais tout ce qui est la négociation avec l'OMC, c'est un enjeu qui est beaucoup plus grand que uniquement les quotas laitiers canadiens ou la gestion de l'offre. Bien, en fait, qu'est-ce qu'il y a en jeu là, lorsqu'il y a des négociations à l'OMC? C'est vraiment de l'abolition des quotas. Il y a des pressions constantes pour réduire les quotas ou les abolir. Puis lorsque le Canada négocie des zones de libre-échange, que ce soit avec l'Union européenne ou actuellement avec la zone transpacifique, c'est constamment des thèmes qui reviennent et le Canada est pris avec ça. Qu'est-ce qu'on fait? C'est sûr que dans le Canada, là, la production laitière, elle n'est pas partout au Canada. Elle est concentrée au Québec et en Ontario. Fait qu'il y a des enjeux. Là, 70 du lait canadien est fabriqué au Québec et en Ontario. L'Ouest est concentré plus sur la production bovine et des céréales, où là, il n'y a pas de quotas. Fait qu'il y a des enjeux politiques à l'intérieur de ça aussi. Ce serait quoi les principaux enjeux là, à venir pour la gestion de l'offre? Parce qu'on sait que c'est un dossier chaud. Là. Écoutez, je pense que la gestion de l'offre, elle existe seulement au Canada. Hein? Et puis, ça s'inscrit avec l'OMC, les Américains, il y a beaucoup d'enjeux qui se font mondialement pour ouvrir les marchés. Mais avec la sécurité alimentaire, je pense qu'on voit ça qui prend de plus en plus de place dans le monde. Je pense que la gestion de l'offre est très bien placée pour se défendre là-dedans. Bien, écoutez, est-ce qu'il y a toujours des avantages et des inconvénients? Si vous prenez comme les Français, ils n'ont pas de gestion de l'offre, mais n'oubliez pas que entre 55 et 60 du poulet qu'ils mangent provient du Brésil. Est-ce qu'un pays peut se permettre de laisser son alimentation à d'autres? C'est ça l'enjeu. Je pense que la garantie d'avoir un approvisionnement stable et régulier et de qualité, la gestion de l'offre le défend très bien. Est-ce que c'est bien compris mondialement? Là, la question se pose. La question se pose. En espérant avoir démystifié pour vous ce qu'est la gestion de l'offre aujourd'hui, la gestion de l'offre qui risque d'être un enjeu très important au courant des prochaines années, voire au cours des prochains mois. Démystifié avec la collaboration de Mme Édith Saint-Amand et M. Louis Turcotte. Avec plus de 3 700 membres et ses 5 divisions en constante évolution, Groupe coopératif Dinaco de la Pocatière est une coopérative innovante. Groupe coopératif Dinaco, partenaire officiel de l'émission Le Pied Ferme. La Financière agricole du Québec est une organisation de première ligne dans le développement du secteur agricole et agroalimentaire au Québec. La Financière agricole du Québec, 1-800-749-3646.